Bienvenue dans votre émission, l'émission qui vous donne l'opportunité d'interagir avec Dr Kodom. Dans votre émission intitulée La chair rouge, aujourd'hui nous recevons une jeune dame très brillante, Dr Dorcas Esilivi. Chers téléspectateurs, toujours le même plaisir de vous savoir aussi nombreux, aussi nombreuses en train de nous suivre, d'être scotchés, de suivre SOS Docteur TV, la télé utile, la chaîne qu'il vous faut et de nous soutenir à travers vos commentaires, à travers donc votre présence. Merci pour cette fidélité. Dorcas, vous avez voulu nous rencontrer, je sais. On se connaît, vous êtes animatrice sur la télé, très brillante. Je suis vraiment ouvert à vos questions. C'est toujours le même plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, les téléspectateurs auront donc l'opportunité de vous découvrir aussi et me permettre de vous répondre. Ça serait sans tabou parce que c'est une émission sans filtre qui nous donne l'opportunité de vous dire ce que nous pensons réellement des questions ou bien des questions qui vous taraudent de l'esprit. Soyez à l'aise. Vous êtes dans votre chaise confortablement assise, posez les questions telles que vous les ressentez. Je suis là pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Dr Kodom. Et encore une fois, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, chers abonnés fidèles à la chaîne Santé, la chaîne utile SOS Docteur TV. C'est un honneur pour moi et un plaisir d'expérimenter aussi cette chaise rouge-là. On y voit beaucoup de personnes y passer dessus et aujourd'hui, on a voulu se prêter au jeu et c'est un honneur pour nous et merci encore une fois d'avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. Merci, c'est un grand plaisir, hein? C'est vraiment un plaisir. Alors, je suis Dorcas Esilivi, je pense que pour les abonnés de la chaîne, vous me connaissez déjà, plus besoin de me présenter normalement. Il faut vous présenter, ça c'est une nouvelle émission, c'est une émission spéciale. Alors, pour ceux qui vont faire semblant de ne pas me connaître, je suis Dorcas Esilivi, je suis médecin de formation, je suis animatrice de l'émission Les Jeunes en parlent, la plus superbe des émissions qui existent sur cette terre. Même si on n'a pas de chaise rouge, tout le monde sait que c'est l'émission la plus fun qui existe, l'émission la plus vraie, la plus utile pour vous, l'émission Les Jeunes en parlent, que nous offrons un cadre assez sûr, assez safe pour chaque jeune de discuter des débats qui nous concernent. Dans la vie active aussi, je suis une militante engagée pour les droits des femmes, les droits des filles, les droits des enfants. Et nous travaillons sur les questions de leadership, de plaidoyer et de droits en santé sexuelle et reproductive. Donc pour moi, c'est un plaisir de discuter avec les aînés, d'apprendre de leur expérience afin de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux et de faire peut-être mieux que là où ils ont placé la barre. Alors, merci beaucoup, docteur. On a assez de questions, mais on va y aller, on va essayer d'y aller le plus court possible. Alors, même si ce n'est pas possible à l'instant T, on va faire donc cet exercice de rétrospection. Imaginez qu'on vous ramène aujourd'hui à l'école Chaminade, tout jeune, tout frais. Vous avez l'opportunité, si vous le voulez, de faire des choses nouvellement. Alors, la question elle va aller en double sens. Est-ce que vous aurez choisi encore une fois la médecine? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et aussi en essayant de refaire votre vie une seconde fois. Qu'est-ce que vous aurez fait autrement? S'il fallait me retrouver, rétropédaler, être au collège Chaminade, en classe de terminale, ou première, ou seconde, est-ce que j'allais rêver, comme j'ai déjà vécu cette expérience, devenir médecin ou bien j'allais changer? J'aimais bien les sciences naturelles et donc j'ai eu de bonnes moyennes, c'est vrai, surtout en sciences naturelles. Donc pour moi, s'il fallait recommencer, j'allais honnêtement faire la médecine, honnêtement en termes de profession, parce que la médecine que j'ai découvert après, que je pratique, je la résume en deux termes, c'est la science et l'art médical. La science parce que cette connaissance médicale, elle est universelle pour la médecine conventionnelle que nous pratiquons, c'est-à-dire elle est enseignée à l'université de Dakar ou à l'université de N'Djamena, Kisasa, de la même manière, parce que l'anatomie de l'homme reste l'anatomie de l'homme en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Togo, au Bénin. Donc, il faut maîtriser cette science. À côté, ce qui est encore intéressant, c'est l'art médical. Et ça, ce sont des aptitudes. On est très souvent avec ça. Vous avez quelque chose, Dieu vous donne quelque chose. Et cette chose, c'est souvent cette flamme humanitaire qui est en vous et qui vous donne vraiment cette facilité à pouvoir soigner, à pouvoir donner la force à quelqu'un qui est souffrant. Et ça, c'est de l'art. Pouvoir écouter, pouvoir transmettre
hein, rassurer, transmettre, restaurer la santé, c'est de là. Et moi, je pense que j'ai ça. J'ai découvert ça très tôt d'ailleurs, en famille, lorsque mes parents, mes frères tombaient malades parce que nous sommes 4 garçons. Il fallait peut-être faire des soins au chevet donc de mes frères, mes parents à l'hôpital. J'étais celui-là qui était assez outillé, prompt, ouvert, disponible, disposé d'ailleurs à pouvoir apporter des petits soins, être là. Ça ne me dérangeait pas du tout. Et ça veut dire que être aux côtés des malades, pour moi, était quand même j'avais une aisance à pouvoir tenir. Ce qui n'était pas le cas pour mes frères qui fuyaient, quoi. Eux, pour eux, non, l'environnement ne les plaît pas, mais moi, je m'y plaisais. Donc, je pense que j'ai quelque chose dans ce sens. Maintenant, s'il fallait renaître carrément, là, on n'est plus au collège. S'il fallait renaître carrément, je pense que j'allais devenir peut-être un prêtre. Voilà. Je m'y attendais pas. Un prêtre carrément, oui, parce que au-delà de tout, il faut aimer l'homme et puis faire en sorte que l'homme soit servi. Et la vie des prêtres aujourd'hui, au fait, c'est ça. Ils sont à l'écoute. Comment faire en sorte que l'homme soit épanoui socialement, spirituellement. Et je pense que pour moi, c'est très important. Super, vraiment merci beaucoup. J'avoue que le choc qui est toujours là. On avait dit quoi? Prêtre Kodom. Ouais. Père. Père, Ouais. Père, d'accord. Père Michel Kodom. Père Michel Kodom. Ah, mais ça sonne bien. Sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Ça ouais. fait chic. Ça fait chic, ça fait genre. Ça fait genre surtout. Et la petite histoire, c'est que j'ai beaucoup de prêtres amis, quoi, une 50aine, 60aine sur le territoire avec qui j'ai de très bons rapports. De très bons rapports. Voilà. J'ai un ami prêtre qui me dit que si un fidèle dit qu'il est un ami à un prêtre, il faut savoir que c'est parce qu'il vient confesser beaucoup. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est le cas, mais beaucoup plus de discussions très approfondies. Parce que, vous savez, pour faire ce genre d'activité sociale, humanitaire dans un contexte africain, il y a beaucoup d'attaques. Et il faut consolider cette dimension spirituelle pour bénir les actions au niveau supra avant de les réaliser ici-bas. Donc, c'est très important pour moi. D'accord, super. Alors, au cours de votre parcours, ma foi, vous avez eu à travailler avec beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, vous continuez à travailler avec beaucoup de femmes. Oui. On ne va pas aussi négliger cet aspect culturel-là qu'est notre société africaine. Alors, ma deuxième question, c'est de savoir comment aujourd'hui la société valorise la femme au-delà de ses capacités reproductives et surtout dans le monde scientifique, quelle est la place qu'on donne aujourd'hui aux femmes, que ce soit dans le domaine médical, paramédical et autres? Alors pour moi, la femme est un maillon clé dans nos sociétés. C'est ce qu'on remarque dans la société. Oui. On voit la femme comme celle qui doit protéger, qui doit garder. C'est pour cela même qu'elle est beaucoup plus à la maternelle au lieu de chercher peut-être... Je suis d'accord. Donc, au-delà de ce côté vraiment maternel, pour moi, c'est de rassurer les femmes que ce sont des étapes. Lorsque vous faites le choix d'avoir des enfants, vous devez assurer, mais vous dire que la femme n'est pas vieille à 35 ans ni 45 ans. Vous devez vous reconstruire parce que vous avez cette capacité à perpétuer l'espèce humaine sur cette terre. Donc, c'est de votre responsabilité d'assumer cela. Mais au-delà de ça, attention, le leadership féminin doit s'affirmer. Et nous avons ce genre de disposition, de mécanisme que nous ramenons au niveau des établissements, déjà du secondaire, à savoir les collèges et les lycées, à travers les clubs santé SOS Docteur TV, que nous avons démarré dans les établissements, dans tous les établissements, tant publics, privés que confessionnels du Togo. Pour dire aux filles que nous comptons sur votre leadership féminin. Le leadership féminin s'applique à 3 niveaux. Prendre conscience de votre féminité, assurer votre rôle de femme engagée dans la société et le 3e levier, c'est la femme au pouvoir. Et donc, à travers la composition de ces clubs santé, nous donnons l'opportunité aux femmes qui sont d'ailleurs majoritaires au niveau de la population. Le taux des femmes, c'est un taux de 52% pour la population togolaise. Donc, nous avons fait une discrimination positive qui a marié en lien avec le taux de cette proportion au niveau de la population où, sur les 21 membres
qui doivent composer le bureau de chaque club dans chaque établissement. 11 places donc sont réservées aux filles et 10 places aux garçons. Nous avons voulu faire cette discrimination positive pour respecter un ordre divin. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc pour nous, nous n'avons pas voulu chercher loin, nous n'avons pas voulu polémiquer, nous sommes partis sur ce ratio. Et nous avons voulu respecter donc un nombre qui puisse permettre donc dans un état démocratique de faire le partage. Donc 21, 10, s'il faut voter, les femmes vont assumer leur leadership féminin. Essayons ces mécanismes. Maintenant, lorsqu'elles sont propulsées en avant, elles vont apprendre à diriger, elles vont apprendre à exercer donc le pouvoir qui leur sont conférés en tant que présidente ou bien adjointe ou bien secrétaire général donc de l'association pour apprendre donc la gouvernance participative avec les garçons qui sont tenus de respecter ce qui a été convenu donc dans leur réunion pour exécuter. Donc pour moi, vous comprenez que la question que vous me posez en réalité, j'intègre ces 3 dimensions et nous ramenons cela au niveau des élèves pour leur dire nous ne voulons plus des discours. Les activistes sont là, c'est vrai, pour garder la flamme. Mais nous vous donnons aujourd'hui la possibilité d'agir. Ce n'est plus un discours. La composition de ces bureaux, vous avez l'avantage. Décidez, soutenez-vous, prenez le pouvoir, dirigez. Faites votre expérience dans l'espoir que lorsque vous serez grande, lorsque vous aurez vos diplômes, vous ayez ce mental, cette conviction que vous avez déjà fait l'expérience avec les garçons. Nous avons dirigé nos établissements, nous avons abordé des questions, nous avons monté des projets ensemble. Voilà le résultat. Pour que nous, adultes, nous puissions apprécier l'étendue, la dimension de votre engagement au niveau communautaire. Nous vous donnons les possibilités d'agir afin que nous puissions espérer que les femmes peuvent diriger. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord, super. Je pense quand même que c'est un mécanisme louable qui aidera forcément les femmes et les femmes en devenir et les filles collégiennes et lycéennes. Mais pour le moment, quelle est la situation actuelle? Lorsqu'on revient dans le monde, prenons le monde médical, un monde qui est bien connu de vous, est-ce que vous pensez aussi que dans ce monde et à l'étape actuelle, la femme, elle a sa place. Elle est valorisée. La femme a sa place. Au titre juste. Non, la femme a sa place parce que moi, lorsque j'ai eu des opportunités d'engager les médecins femmes chez moi à la clinique, j'ai même pas hésité. C'est-à-dire, lorsque j'ai eu l'opportunité, je les ai engagés par rapport à leurs compétences. J'ai même pas allié la preuve, les infirmières, les infirmiers. Moi, je vois le dossier, l'entretien est fait. L'essai passe, vous êtes bon, vous êtes bonne, je vous recrute. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a pas de limite. Et j'ai eu d'ailleurs un prix que je garde fièrement dans mon bureau, qui a été décerné par une organisation, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, où en 2018, j'avais l'équité entre mon personnel. Autant de filles en nombre, autant de femmes en nombre que de garçons. 50%, 50%. Et d'ailleurs, le 8 mars dernier, j'ai eu un grand tableau qui a été offert par le personnel féminin de mes structures. Elles ont signé le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Ce sont les femmes qui m'ont offert un tableau pour moi, le sens, c'était le symbole pour dire, Dr Kodom, vous nous donnez la possibilité d'exercer. Vous nous rassurez, vous nous donnez la force même d'aller au-delà de nos capacités parce que vous croyez en nous. Voilà ce que moi je peux vous dire de façon précise. Le tableau est là. Un monde dirigé pendant longtemps par les hommes. Espérons que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on renverse la tendance significativement pour qu'on voit ce que peut être notre monde ici. Et il faudrait pas aussi négliger l'aspect des normes systémiques, parce qu'on peut tout mettre en place. C'est l'éducation
ou bien le format ou la moule dans lequel ces femmes ont été concoctées depuis plusieurs années. C'est un peu comme lorsqu'un chien reste dans une cage pendant des millénaires. Le jour où vous ouvrez la cage, il restera toujours dans la cage. Donc, au-delà des mécanismes, ce qui fait que la plupart des mécanismes ne marchent pas parce qu'on n'a pas cette habitude-là d'aller à la base, de pouvoir identifier les normes positives, les encourager et de pouvoir aussi déconstruire ces normes néfastes qui n'encourageraient pas les femmes à aller occuper les postes-là qui sont faits pour elles. Donc, c'est aussi des pistes aussi à explorer. On va aller donc pour une prochaine question. Je pense qu'on a tellement discuté à propos des deux premières questions. Alors, on va toujours rester dans ces aspects donc, de genre. Et cette fois-ci, on va laisser les hommes et les femmes d'un côté pour parler des relations entre les aînés et les jeunes. En effet, nous sommes dans cette société où c'est un peu compliqué de voir une génération d'aînés qui travaillent à part et une génération de jeunes qui travaillent à part. La société est tellement mixte qu'on se retrouve à collaborer contre nos grés des fois avec des personnes adultes et des personnes jeunes. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment arriver à faire une meilleure conciliation. On se dit toujours que ce que le vieillard voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Est-ce une citation qui va dire que le jeune doit laisser son ingéniosité, doit laisser sa jeunesse, sa vigueur, son intelligence, ses idées fraîches pour utiliser, accueillir pour lui seul rien que la sagesse de la personne âgée, de la personne adulte qui a beaucoup plus d'expérience? Pour moi, c'est de réfléchir sur des mécanismes nouveaux. Les mécanismes nouveaux s'imposent à notre société aujourd'hui, eu égard donc aux nouvelles méthodes ou bien aux nouvelles techniques d'information, de communication. Les nouvelles techniques s'imposent à nous tous et aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes sont plus aptes à développer des applications que les adultes. Donc la sagesse des adultes se voit heurter à une vitesse du monde aujourd'hui que les jeunes contrôlent presque tout. Lorsque vous allez dans les boîtes où il faut faire des applications, les jeunes qui font les applications, très peu ont plus de 30 ans. C'est des jeunes de 21, 22, 23, 24 ans qui maîtrisent ces outils. Et nous, nous sommes spectateurs. Donc, c'est vrai, le monde s'impose avec une forme de sagesse où les adultes ayant l'expérience peuvent guider un peu, mais nous devons changer de paradigme. Nous devons comprendre que les jeunes ont des aptitudes. C'est à nous de créer des mécanismes, je le disais tantôt, pour les rassurer, pour les responsabiliser très tôt. Ne pas faire ce qui leur revient de faire à leur place. Pour moi, un élève de première, un élève de seconde, un élève de troisième doit pouvoir mener des activités en lien avec son niveau pour pouvoir s'affirmer à cet âge-là, pour pouvoir construire sa personnalité sur des valeurs. Donc, nous devons plutôt inculquer des valeurs à nos jeunes que de leur donner des dogmes à respecter. Parce que le monde évolue et ils doivent s'adapter à leur temps. Donc, pour moi, ce n'est plus des dogmes, ce n'est plus la sagesse du vieux qui est assis, qui voit loin, mais aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils sont couchés, mais ils voient très loin avec les nouvelles technologies. Donc, les vieillards vont serrer beaucoup. Hein. Les vieillards vont serrer, mais malheureusement, ça les dépasse. Eux-mêmes, ils sont sur WhatsApp, eux-mêmes, ils sont sur TikTok aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des jeunes qui impulsent cette dynamique. Pour nous, c'est de mettre des garde-fous. Et à travers les clubs, justement, les clubs santé, c'est de permettre à ce que les encadreurs, dans chaque établissement, il y a au moins 3 enseignants ouverts d'esprit, je précise, ouverts d'esprit, qui estiment que la vie scolaire doit être redynamisée. Où les jeunes, on les laisse aller vers l'innovation, mais ils sont là pour dire, écoutez, ne filez pas trop. C'est vrai, nous sommes avec vous, mais nous voulons vous dire simplement que n'allez pas trop vite. Allez, mais bon, faites attention. C'est comme quelqu'un qui est à moto, il sait aller, mais il veut faire 80, 100 km à l'heure sur une piste non bitumée. Yeah. Donc pour nous, c'est de dire, écoutez, allez, nous faisons confiance, mais la moto que vous prenez, il y a des risques quand même. Il y a des risques. Aujourd'hui, vous avez des portables, il y a toutes les images pornographiques dans les portables. Ils ont leur portable. Les images sont dedans.
Vous pouvez utiliser ces images-là à des fins, mais c'est votre moto, mais ne filez pas trop avec ça. Ces images sont là, la vitesse est là, vous pouvez mettre jusqu'à 4-5 vitesses, mais n'utilisez pas, restez sur 2 pour ne pas vous cogner la tête, parce que lorsque vous allez filer, lorsque vous allez pratiquer, tout ce que vous voyez comme images difficiles, elles sont là, ces images. La moto est là, vous pilotez, mais n'allez pas vite, n'utilisez pas tout. Donc c'est ce cadrage-là que nous apportons dans les établissements aujourd'hui en disant tout simplement que les jeunes, les motos sont accessibles. Nous, lorsque on était jeunes, les motos c'était dans l'ordre de 1 500 000, les petites Mat 50 là, aujourd'hui, le prix est réduit que les jeunes ont plus de motos, mais respectez les consignes de la voie routière. Respectez, sinon vous allez vous faire écraser. Et ça, c'est la guidance dont je parle. Voilà, parce que les jeunes, l'euphorie, l'adrénaline, leur jeunesse les amènent, mais non, nous on peut aller à 100, on va freiner la vitesse, les freins sont là, non. Mais écoutez, la route, vous n'êtes pas seul sur la route. Peut-être que quelqu'un, lui, ne maîtrise pas encore la conduite et il peut, par sa négligence, causer un accident si vous aussi vous faites de la vitesse. C'est ce que nous voulons apporter à la jeunesse. Pour leur dire, la sagesse, elle est là, mais elle sera mise pas pour étouffer les jeunes, parce qu'on ne peut même plus les étouffer aujourd'hui, c'est d'aller vers des mécanismes pour les responsabiliser, dire, mais écoutez, vous êtes nos prochains parents, hein, dans 10 ans, vous prenez le contrôle. Faites doucement, l'avenir est à vous, ne vous cassez pas la gueule, vous avez tout le temps pour vous exprimer avec de grandes inventions pour construire notre pays. Voilà les messages motivants, des messages rassurants que nous devons donner donc à la jeunesse aujourd'hui. Super, très intéressant. Merci beaucoup. Et toute dernière question, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre vie quotidienne? C'est bien vrai que vous essayez, je pense pour ceux qui vous connaissent ou ceux qui vous côtoient, vous essayez de transmettre cette bonne humeur. Des fois, on a un peu l'impression que votre vie, elle est toute rose. Mais je sais quand même que comme la vie de toute personne, il y a des moments où il y a des dos d'âne. Il y a des moments où il faut peut-être ralentir un peu. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez personnellement ou professionnellement et comment vous arrivez à les surmonter? Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question. La vie, elle n'est pas linéaire, les hauts et les bas. Et vous pouvez imaginer, à la taille de nos initiatives, de notre engagement social, les problèmes sont proportionnels. Mais je l'ai toujours dit, pour moi, c'est une conviction. Et je me dis, lorsque je mets dans la balance ce qui ne va pas chez moi, ce que j'arrive pas à réaliser versus ce que je réalise pèse tellement que ça remonte, ça fait basculer les deux poids. Et pour moi, c'est ce que je vois. Aussi, je me dis, pourquoi se plaindre? La vie n'est pas rose. Il y a cette dualité, le bon et le mauvais. Au même moment, nous essayons à faire du bien, certains ne sont pas d'accord. C'est normal. Même le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa divinité, a été crucifié par ses concitoyens. Nous, fils nés de femmes pécheuses, on attend quoi? Donc, nous ayant cette forme de chrétienté dans notre vie, ça nous prépare. Si le Christ a été crucifié, mais écoutez, moi les flèches, les coups que je reçois, je dis mais c'est le 1/10 de ce que le Christ a eu, lui qui est le Fils de Dieu et moi. Donc, j'essaie d'adapter ma conviction spirituelle, religieuse par rapport au vécu. Je dis mais tout ce qui se passe, c'est décrit dans les Saintes Écritures. C'est cette dualité, le bon et le mauvais, ce conflit-là, mais nous devons transformer donc ces coups en opportunités de progrès, ces difficultés en opportunités de progrès, ces médisances, ces attaques ignobles en opportunités de motivation. Donc moi, quelquefois, lorsque je fais 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de bizarrerie, il n'y a pas de méchanceté. Je dis, oh, ils sont partis où ces amis? Ces amis qui contribuent à notre sanctification, ces amis qui nous piquent, qui nous agressent, qui nous provoquent et qui nous obligent à aller nous agenouiller, prier Dieu, dire mais écoute Seigneur, prends le contrôle, fortifie, parce que toi au moins tu connais la vérité, tu sais la réelle motivation, c'est d'être ton instrument. Nous voulons que tu nous utilises
pour pouvoir accomplir quelque chose pour l'humanité. Parce que ailleurs, sur d'autres continents, ce sont les hommes qui ont construit. Lorsque vous voyez les TGV, les chemins de fer, lorsque vous voyez les aéroports, lorsque vous voyez toutes les infrastructures qui sont construites, c'est des hommes comme nous qui ont fait, qui ont réalisé. Et donc pour nous, nous mettons dans une position, dans une posture pour recevoir autant de bénédictions, autant de force pour pouvoir faire le peu qu'on puisse faire avant de quitter cette terre. Donc voilà un peu ce qui nous motive. Et pour moi, je garde le sourire. Je garde le sourire parce que il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'étais qu'un simple étudiant. Et donc, lorsque je vois ces étudiants aujourd'hui, je vois en eux ce potentiel des bâtisseurs qui vont venir révolutionner, qui vont venir changer notre cadre de vie. Vivement que Dieu nous donne longue vie pour voir au soir de nos jours ces réalisations portées par la jeunesse togolaise, portées par la jeunesse africaine. D'accord, merci beaucoup. Ce fut très intéressant et très long aussi d'ailleurs. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de répondre à nos différentes questions. C'est un grand plaisir. Voilà. Merci pour les questions et cette facilité à communiquer, à m'orienter pour donner les éléments de réponse pour nos téléspectateurs. Merci d'être venu. Merci, c'était un plaisir et merci à vous, chers téléspectateurs et chers téléspectateurs, de votre fidélité. Fidélité à notre émission La Chair Rouge et surtout fidélité à tous les programmes de SOS Docteur TV. SOS Docteur TV, votre chaîne santé, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Restez connectés pour suivre d'autres émissions. Les émissions de Docteur Dorcas et Sylvie, les jeunes en parlent et les nouvelles émissions, qui sont donc introduites pour permettre aux jeunes de se retrouver et pour que cette télé devienne effectivement la télé de la jeunesse, parce que en vous nous croyons, en vous l'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos pays africains. Au revoir et à la prochaine, même heure,